Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette conférence de culture générale. Je suis très contente aujourd'hui et la faculté de droit est très contente d'accueillir Céline Pessis. Céline, tu es maîtresse de conférence à Agro Paris Tech et tu as publié notamment Survivre et vivre, critique de la science, naissance de l'écologie, à l'échappée en 2014. Et aujourd'hui, tu vas donner une conférence qui s'intitule donc Des scientifiques en rébellion. Et l'objet de cette conférence, c'est de s'interroger sur finalement à quoi servent les sciences. Est-ce qu'elles contribuent au bien-être de l'humanité? Est-ce qu'elles contribuent à la course aux armements? Pour être assez... pour brosser les questions à grands traits, est-ce que la recherche scientifique est neutre? Est-ce qu'elle peut être neutre, hein? Ou au contraire, est-ce qu'elle peut être neutre et être du coup poussée à tout prix dans n'importe quelle direction? Ou au contraire, est-ce que les scientifiques de toutes les disciplines ont des questions éthiques à se poser sur les chemins qu'ils ont envie de tracer dans leur recherche? Et donc ces questions, elles ont été à l'origine de l'engagement écologique, écologistes, plutôt d'ingénieurs et de scientifiques. Elles le sont aujourd'hui, mais elles l'ont été dès les années 1970. Et c'est cette histoire, notamment, que tu vas nous retracer aujourd'hui. Et je te remercie vraiment beaucoup d'être là aujourd'hui devant les étudiantes et les étudiants de Cergy-Pontoise pour aborder ces questions sous l'angle historique. Des questions écologistes pas d'hier. Merci encore, merci beaucoup d'être là et je te passe la parole. Eh bien, merci pour l'invitation et merci à tous et à toutes d'être là. Donc effectivement, moi je vais vous proposer un peu un dialogue entre des formes d'engagement de scientifiques aujourd'hui et les formes d'engagement de scientifiques qu'il y a pu avoir dans les années 68, les années 70. Parce qu'on va voir qu'il y a des échos assez importants, qu'on a un peu une matrice dans ces années 68. Mais je vous propose plutôt d'entrer par le présent, avec notamment un mouvement qui s'appelle Scientifiques en rébellion, ou Scientist Rebellion, parce que c'est un mouvement international, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'est illustré par plusieurs actions médiatiques ces derniers temps, et en particulier il y a un an, autour d'une action en Allemagne, au siège de BMW, où on a des scientifiques, où il y avait donc des scientifiques européens et quelques Français notamment, une action de désobéissance civile, donc où ils se sont notamment enchaînés, ce qui les a emmenés à être incarcérés pendant plusieurs jours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement. Voilà, mais... Et donc c'est un mouvement de scientifiques interpellés et mobilisés autour des questions climatiques. Et donc ils se disent qu'en tant que scientifiques, ils ont un rôle important à jouer pour réveiller les consciences sociales. Et leur point d'action, le départ de leur point d'action, ça a notamment été la parution du 6e rapport du GIEC en avril 2022, à l'occasion duquel ils ont appelé à faire une grève de la recherche. Et à ce moment-là, ils ont dit, je reprends leur tract, « Nous convoquons la plus grande grève scientifique et académique de l'histoire comme action nécessaire, immédiate et radicale face à l'urgence climatique. » Et leur type d'engagement, il se fait à ce moment-là vraiment au nom de la science. Alors après, c'est un mouvement récent, donc c'est des choses qui sont aussi en train d'être travaillées par le mouvement, qui cherche aussi son positionnement. Mais si on regarde les premiers tracts qui ont donné lieu à pas mal de médiatisation, il y a eu tout un propos autour des avancées de la science climatique et en demandant que la science soit écoutée. Et pour les citer, donc, nous exigeons que la science soit écoutée et prise en compte et que des changements urgents, radicaux et nécessaires soient mis en place afin d'affronter cette crise. Donc, une mobilisation qui en appelle à l'autorité scientifique, à l'expertise de ces acteurs. Et donc, au nom de cette science, ils appellent à informer, à alerter la population, à tirer la sonnette d'alarme, au nom, ils disent, d'une responsabilité morale d'agir.
Donc, ils font effectivement un travail aussi de vulgarisation scientifique. Par exemple, ils ont fait un très bon article autour d'analyse de la construction des grandes bassines comme maladaptation au changement climatique. Mais voilà, ils essayent de penser leur rôle de scientifique en tant qu'agent de transformation sociale, comme devant... étant à une position où ils peuvent avoir une action de rébellion, et le nom de Scientist Rebellion, ça vient vraiment en écho avec Extinction Rebellion, et parce que en tant que scientifiques, ils seraient à la fois très bien informés et assez bien connectés à un ensemble de mouvements scientifiques au niveau international, et du coup, ils auraient un rôle particulier à jouer aujourd'hui au nom de leur profession. Donc, si on compare avec les mouvements de scientifiques engagés tels qu'ils se mettent en place dans les années 70, je voudrais vous montrer qu'à la fois on a de nombreux points communs et qu'en même temps on a une grande divergence dans la façon de se situer par rapport à la science, à l'autorité scientifique. Donc, d'abord, quelques points communs, c'est que dans les années 70, on voit éclore un certain nombre de mouvements de scientifiques engagés, en particulier aux États-Unis, en Angleterre et plus largement en Europe, autour en particulier de la contestation de la guerre du Vietnam. En France, on va avoir un mouvement important, il y en a d'autres, hein, mais moi j'ai vraiment travaillé sur un mouvement qui s'appelle Survivre et Vivre, et qui a été créé par un grand mathématicien, un mathématicien très célèbre, peut-être le plus grand du XXe siècle, qui s'appelait Alexandre Grothendieck. Et c'est un mouvement, pour revenir à la comparaison avec Scientist Rebellion, qui se revendique aussi d'une forme de catastrophisme, d'urgence écologique, alors moins climatique, hein, on parle moins du climat à l'époque, on parle beaucoup du nucléaire notamment, et de la capacité de l'arme nucléaire à détruire littéralement la planète. On a donc dans d'autres points communs, on a aussi une dimension d'instruction publique, une dimension pédagogique que se donnent ces mouvements de scientifiques critiques à la fois aujourd'hui et à la fois depuis les années 70. En particulier, si on regarde Survivre, il y avait la volonté d'éduquer la population à une préanalyse de la crise environnementale. Grothendieck, il va d'abord démissionner de son institut de l'IHES, qui était l'Institut des hautes études scientifiques où il travaillait, qui était en tant que mathématicien. Donc il démissionne parce qu'il y a quelques pourcentages de financement de son institut qui proviennent de l'OTAN, donc d'une institution militaire. Et ensuite, il va être embauché au Collège de France où il va faire un nouveau scandale en obligeant les étudiants et la communauté enseignante à ce qu'ils dispensent la moitié de ses cours sur la crise écologique. Et donc, il va dire, voilà, moi je ne fais plus cours, je fais des cours de maths fondamentales, mais je fais la moitié sur ce qu'il appelle alors la grande crise évolutionniste. Donc, on retrouve des choses similaires dans le mouvement Scientist en Rébellion, où on a des écologues, des climatologues qui vont consacrer une partie de leur enseignement aux conséquences du changement climatique et à une réflexion plus politique sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc on retrouve un même type d'engagement de ce point de vue-là, avec également une volonté de réveiller les scientifiques. Survivre, il disait, il faut réveiller les scientifiques qui font de la science comme les vaches font du lait. Donc en s'appuyant sur la responsabilité sociale, morale qu'ils ont de par leur profession. Et donc on a la même chose aujourd'hui. À l'époque, c'était particulièrement important du fait de la mobilisation de quasiment toutes les disciplines scientifiques au service de la guerre et au service notamment de la guerre du Vietnam, donc, puisque durant la guerre du Vietnam, on a une mobilisation bien sûr de la chimie avec des grandes,
tout ce qui est l'usage de gaz, de défoliants sur de très grandes surfaces. On a une mobilisation de la physique pour les armes. On a tout ce qui est microélectronique, informatique, qui commence vraiment à se développer à ce moment-là et auquel la guerre va vraiment servir de terrain de bataille, de champ expérimental. On met en place des bombes téléguidées, donc on a une progression des sciences à ce moment-là très importante grâce à la guerre. On a une mobilisation aussi de l'anthropologie pour étudier les populations locales, mettre au point des techniques de contre-guérilla, etc. Pourquoi je vous dis tout ça oui, donc, et on a cette volonté donc, de moraliser les scientifiques, de leur faire prendre conscience du rôle nuisible que peut avoir leur discipline pour la société et en particulier pour sa contribution à la crise environnementale et à la guerre, les deux étant intimement liés. On a aussi un type d'action donc cette forme de désobéissance civile qu'on retrouve des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a ces façons de s'enchaîner, c'est des actions non violentes, mais de résistance physique assez importantes. Et à l'époque, on retrouve des choses similaires autour notamment de la figure des objecteurs de conscience, donc qui se développent dans le sillage de la guerre d'Algérie, donc des gens... Et après, dans l'après-mai 68, donc sous l'influence de la guerre du Vietnam, il y a un nombre croissant de personnes qui refusent d'aller faire leur service militaire. Et on a cette figure très importante où il s'agit vraiment de mettre en avant sa conscience personnelle, sa responsabilité morale pour s'opposer à des pratiques destructrices. Mais donc le gros changement qu'on voit se dessiner, donc à gros traits, si on regarde ce mouvement contemporain de Scientist Rebellion, si on compare au mouvement des années 70, c'est donc le rapport à la science, puisque dans les années 70, il y avait une volonté de ne pas se référer de son autorité scientifique, de ne pas toujours s'ériger en contre-expert, mais donc ce qui était analysé comme une forme de captation de la parole, de la représentation sociale et politique par les scientifiques. Il y avait toute une réflexion critique sur cette crainte de dépossession de la population, de parler au nom de prendre la place de mouvements sociaux en tant que scientifiques. Donc des choses qu'on retrouve un peu moins aujourd'hui. Cette critique de la science, elle refusait aussi de considérer que la crise environnementale pouvait se dire exclusivement avec un langage scientifique. Et à l'époque, on a des premières modélisations de la crise à venir avec... c'est le début du Club de Rome, je ne sais pas si ça vous parle, mais donc avec des rapports qui sont issus, où c'est le MIT, donc un institut américain qui a travaillé à la modélisation des courbes de population, de ressources, et qui a montré qu'on allait vers un effondrement. Et par exemple, Survivre refuse de s'appuyer exclusivement sur ces travaux pour dire la crise à venir. Donc avec toute une réflexion sur le fait que est-ce que c'est un récit émancipateur si on s'en tient à un discours scientifique, ou est-ce qu'il ne faut pas dire autrement le danger qui nous menace, et en particulier, est-ce que utiliser des outils de modélisation qui sont largement issus de la cybernétique, de la recherche mathématisée appliquée, qui ont été mis au point durant la Seconde Guerre mondiale, donc qui sont en eux-mêmes très liés à tout un système scientifico-militaro-industriel, est-ce que ça ne nous aliène pas
en partie aussi de dire la crise de cette façon-là. Donc avec cette idée que c'est toujours en même temps qu'on dit un discours, enfin qu'on formule un problème, un discours de crise, ça porte toujours déjà en soi, en partie, la façon de formuler des réponses, des solutions à cette crise. Donc, toute une critique de la place de la science dans la crise écologique aussi, donc avec le fait que ce soit ce développement technoscientifique qui mène à la crise écologique actuelle, qu'on retrouve dans ces mouvements de scientifiques critiques. Donc, des choses qui sont a priori moins présentes aujourd'hui. Alors, ceci dit, aujourd'hui, on a quand même une diversité de postures. Scientifiques en rébellion, ça ne représente pas tous les mouvements de scientifiques critiques. Et je vais passer rapidement, mais quelques exemples néanmoins d'engagement de scientifiques et d'ingénieurs aujourd'hui. Vous avez le mouvement Ingénieurs sans frontières, donc qui se développe plutôt dans les écoles d'ingénieurs, qui est le mouvement le plus ancien depuis ces années 70. Il est créé au tout début des années 80 et c'est au départ un mouvement de solidarité internationale, donc au service des Suds, au service du développement, et qui s'est progressivement radicalisé quand on est venu à contester une technologie produite dans les pays du Nord et importée mécaniquement dans les pays des Suds, et donc à contester une forme d'impérialisme technologique, d'impérialisme scientifique, et qui du coup a reporté sa réflexion critique sur les Nords, et en France en particulier, et dont la charte aujourd'hui appelle à déconstruire le rôle des ingénieurs dans un monde de domination. Donc, je vous en dis pas plus, mais du coup, qui mène une réflexion au sein des écoles d'ingé sur les formations et sur à quoi doit servir toute cette ingénierie technique et autour de la non-neutralité, donc des technologies dans notre société, que ce soit dans le monde du travail ou tout le solutionnisme technique qu'on retrouve au service qui viendrait résoudre la crise écologique. Vous en avez d'autres. Vous avez eu le manifeste pour un réveil écologique qui a été assez important aussi dans les écoles d'ingé, pour ce qui s'est donné plutôt comme objectif de faire bouger les entreprises en refusant de travailler pour n'importe quelle boîte et en mettant des clauses dans les contrats d'embauche notamment. Vous avez des appels d'associations comme la Fondation Sciences Citoyennes, qui a notamment signé une tribune, dont vous avez la référence ici, qui proposait qu'une très grande partie du budget de la recherche, dans l'absolu, une très grande partie, mais pour un très court terme, qui proposait que 10% du budget de la recherche publique soit décidé, que son affectation soit décidée par des conventions citoyennes, et qui proposait aussi de réduire très fortement le budget de la recherche publique si on supprimait toutes les activités en quelque sorte nuisibles. Donc à la fois une recherche tournée vers une industrie qui aggrave la crise écologique, tout ce qui est recherche militaire qui continue à garder une place très importante dans les financements de la recherche publique aujourd'hui. Donc de réduire le budget et que son affectation soit décidée collectivement à des priorités sociales et écologiques fixées par des conventions citoyennes. Donc voilà, donc vous avez une diversité de postures aujourd'hui, mais où la science, et la science climatique en particulier, a gagné un nouveau rôle d'orientation, où la science a été en quelque sorte revalorisée. Et donc ça, c'était pour vous donner un petit panorama de la trajectoire qu'ont eu ces mouvements depuis les années 68. Et maintenant, je vous propose de revenir un petit peu sur la matrice des années 68, des années 70, donc autour du mouvement Survivre et Vivre, et un peu plus largement.
Alors, donc on est vraiment dans cet après 68 où il y a une interrogation qui part des universités mais qui se diffuse beaucoup plus largement sur le sens du travail, des métiers et qui touche donc directement les scientifiques. Et qui vient, 68, ça vient aussi contester les mandarins, les postures d'intellectuels qui sont remises en cause. Et au sein de l'institution scientifique, les plus grands vont mener ce qu'on va appeler une autocritique. Et donc un de ceux-là, c'est donc le mathématicien Alexandre Grothendieck. Mais il y en a bien d'autres, même si c'est plutôt les disciplines de sciences dures, les mathématiques, la physique en particulier, qui vont être concernées par cette autocritique. C'est moins vrai des sciences humaines et sociales, qui sont plutôt à un moment où elles essayent de se revendiquer comme sciences, et donc elles ne vont pas se livrer à une autocritique trop forte. Donc on a une dimension collective à ce moment-là. On a des scientifiques qui se regroupent pour mener des enquêtes sur les finances, sur comment s'organise la science, de façon qui vont mettre au jour le fait qu'il y a des hiérarchies très fortes autour des laboratoires, que les laboratoires scientifiques sont devenus de quasi-usines où on a donc des grands scientifiques et puis des petites mains de la recherche, ce qui ne correspond pas à l'imaginaire qu'ils avaient du monde scientifique, qui était encore quelque chose d'assez élitiste, où on a l'idéal de servir au bien-être de l'humanité, alors qu'en fait, si on regarde ce qu'est un laboratoire scientifique à la sortie de cette période qu'on appelle les 30 Glorieuses, donc qui ont été une phase de modernisation très importante, les laboratoires scientifiques sont devenus de quasi-usines qui s'organisent autour de gros appareillages techniques, en particulier en physique, où vous avez donc toute la physique nucléaire, vous avez aussi un développement important de l'informatique. Donc ce qu'est la science, concrètement, c'est profondément transformé. Et ça, c'est une désillusion très forte pour ces scientifiques. Et il va y avoir donc une dimension, une analyse collective des hiérarchies au travail, et une réflexion sur à quoi sert la recherche scientifique, notre travail de tous les jours, avec des enquêtes, donc, par exemple, sur les financements de la recherche, des choses qui étaient peu connues, mais où on va s'interroger. Alors, pourquoi est-ce qu'on a 5% des financements du laboratoire qui viennent de l'armée, par exemple, comme va le faire Grothendieck, ce qui va l'amener à démissionner. On va avoir, et finalement, à quoi sert la recherche qu'on dit fondamentale? Est-ce qu'il n'y a pas des applications à cette recherche? Avec toute une critique de est-ce qu'on ne se masque pas les implications sociales et politiques de notre travail autour d'une idéologie de la science pure qui ne servirait à rien? Donc une série d'enquêtes qui va être menée comme ça et un peu au sein de chaque discipline. Donc avec une forme de désillusion très importante. Et donc toute une réflexion sur la non-neutralité des sciences et des techniques qui est menée par les scientifiques eux-mêmes. Du coup, ils vont analyser le rôle de la science et des techniques on peut dire dans 3 grands champs. Le premier, ça va être celui du travail. On a une réflexion qui se développe dans le sillage d'un marxisme hétérodoxe. Donc c'est une période où les scientifiques sont un monde assez politisé et plutôt marxiste, des choses qu'on a largement oubliées, mais où du coup il y a toute une réflexion sur le rôle des technologies dans l'organisation du travail. Et autour notamment de quelqu'un qui s'appelle André Gortz, et qui analyse le rôle des technologies dans la division du travail. C'est le moment où on a toute une montée de ce qu'on appelle les cols blancs, donc les managers
et autour de nouvelles technologies. Donc, en particulier, c'est les débuts de l'informatique, donc qui viennent, surtout dans les années 70, qui viennent profondément réorganiser les relations de travail. Et toutes ces réflexions, dans le monde du travail, elles vont un petit peu être légitimées par les mouvements sociaux des années 70, qui sont des mouvements qui contestent la hiérarchie très fortement dans l'entreprise, et l'intensification du travail, donc des choses qui sont liées à l'introduction de nouvelles technologies d'organisation du travail. Donc ça, c'est un peu le premier champ où, il y a où les mouvements sociaux vont se lier avec ces scientifiques critiques pour montrer que les sciences et les technologies introduites au sein du monde du travail ne sont pas que des bienfaits pour les salariés. On a un deuxième champ qui va être celui du monde du développement. Donc, en gros, on a des pays qui accèdent à leur indépendance après des mouvements de libération nationale au début des années 60 pour les derniers. Et donc, ça fait une petite décennie d'autonomie politique où on se rend compte que finalement, ces pays sont restés sous influence et sous domination néocoloniale très forte. Et il y a toute une réflexion sur le rôle des sciences et des techniques dans la poursuite de cette forme d'impérialisme. Donc c'est toute une critique de la révolution verte, donc de la modernisation agricole dans les Suds, liée à des semences améliorées, à un machinisme, à des intrants, etc. Donc qui sont l'importation de technologies modernes du Nord vers les Suds, qui contribuent à continuer d'asservir les populations. Ça, c'est des choses qui vont être portées, par exemple, par un auteur qui s'appelle Ivan Illich, qui mène toute une réflexion sur la non-neutralité des technologies à ce moment-là, dans les mondes du développement, par René Dumont, qui est un agronome, qui sera le premier candidat écologiste en 1974. Et vous avez toute une réflexion, du coup, autour, à l'inverse, des technologies appropriées, qui sont les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui le low-tech. Donc des technologies douces, décentralisées, dont le modèle, ça viendrait vraiment des pays du Sud. Donc, à contrario des technologies dures du Nord, il y a la revalorisation de technologies douces. Et ça, c'est le Small is Beautiful qui est porté à ce moment-là par quelqu'un qui s'appelle Ernst Schumacher. Un autre front qui est analysé à ce moment-là comme un autre front de politisation des questions technoscientifiques, ça s'est porté par le mouvement environnementaliste nord-américain autour de l'engagement de plusieurs scientifiques. Donc aux États-Unis, vous avez une question environnementale qui est beaucoup plus importante qu'en France à ce moment-là. Et vous avez des scientifiques critiques qui ont joué un rôle important dans l'émergence de ce mouvement environnementaliste. C'est notamment Rachel Carson qui a publié Silent Spring, donc qui est le premier ouvrage d'alerte à l'échelle mondiale sur la question des pesticides en 1962. Et vous avez aussi Paul Ehrlich qui a pointé le rôle notamment de la croissance démographique autour de ce qu'on appelle alors la bombe P, où vous avez encore Barry Commoner, peut-être le plus célèbre et sans doute le plus intéressant aussi, avec un ouvrage qui s'appelle Science and Survival, qui vient vraiment dire la capacité de destruction de la planète par les technosciences issues de la Seconde Guerre mondiale, en particulier le nucléaire, donc qui est un enfant de la guerre, et la pétrochimie, qui a aussi connu un essor très important grâce à la Seconde Guerre mondiale. Donc, toute une réflexion sur la prolifération de nouveaux matériaux et la destruction de cycles naturels.
Et donc survivre, quand le mouvement est créé en France, ces scientifiques entreprennent d'importer en France ces réflexions. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc c'est créé en 1970 et c'est créé au Canada, donc sous l'influence des mouvements de scientifiques engagés nord-américains, puisque la contestation de la guerre du Vietnam, elle est importante à l'échelle mondiale, mais particulièrement aux États-Unis, qui sont le pays alors le plus engagé dans la guerre. Et vous avez une contestation très forte sur les campus américains. Vous avez un boycott des laboratoires qui sont engagés dans la guerre, vous avez les scientifiques qui sont directement embauchés par l'armée, qui sont assez maltraités par leurs collègues, vous avez plein d'associations qui se créent pour contester les liens entre scientifiques et institutions militaires, vous avez des grandes campagnes qui sont lancées, etc. Donc une mobilisation très forte. Donc, pour contester une guerre technologique de grande ampleur. Et donc Survivre et d'autres vont répliquer, vont importer ce type de mobilisation en France à ce moment-là. Et puis, donc au départ, vous avez vraiment cette dénonciation de ce qu'on appelle le complexe scientifico-militaro-industriel et cette volonté de réorienter la science vers d'autres finalités, vers la vie. Et puis, la critique va s'élargir progressivement pour dénoncer un petit peu toutes les formes de liens qu'il peut y avoir entre activités scientifiques et tous les pouvoirs en place, de quelque nature qu'ils soient. Et du coup, vous allez avoir des mouvements de scientifiques critiques qui vont se lier aussi avec un ensemble de mouvements sociaux, à la fois des luttes assez traditionnelles, comme les luttes ouvrières, mais qui vont s'ouvrir aussi à de nouveaux enjeux, en particulier à la question de la santé au travail, qui est importante dans ces années 70, et vous allez avoir des médecins qui vont s'engager aux côtés des ouvriers, en menant toute une réflexion sur la place que la science peut avoir, à la fois pour masquer des formes de maladies liées au travail, et en même temps pour réinventer des formes d'expertise plutôt au service des mobilisations sociales. Par exemple, il va y avoir des enquêtes populaires, des enquêtes menées par les ouvriers sur leurs conditions de travail, au service desquelles certains médecins vont se mettre au service de ces mouvements. Avec l'idée que si c'est les ouvriers qui font les questionnaires, qui font les enquêtes, ça va produire un nouveau type de savoir. On va se rendre compte on va pouvoir mettre en évidence une dimension beaucoup plus collective à la maladie que si elle est analysée à partir des postes de travail ouvriers. C'est des choses que les médecins du travail n'auront pas vues s'ils viennent avec leur propre grille d'analyse au départ. Donc vous allez avoir des liens également avec les mouvements féministes de l'époque, autour des questions d'avortement. Vous allez avoir des liens donc, avec les mouvements écologistes naissants, comme je vous ai dit, donc avec une série de mouvements. Par exemple, un des mouvements importants, c'est le mouvement antinucléaire de l'époque. Et donc, vous allez avoir des scientifiques qui vont à la fois faire un travail de contre-expertise sur la question de la dangerosité des installations nucléaires, et en même temps, vous allez avoir, et notamment au sein de Survivre, un refus, je vous disais un petit peu, de la position de contre-expert, de ne pas s'en tenir à un débat technique, en particulier sur le nucléaire, qui peut être vite très très pointu, mais de reposer des questions politiques, de quelle société est créée par une technologie nucléaire. Est-ce que ce n'est pas une société justement où on va avoir besoin de beaucoup d'expertise, de beaucoup de scientifiques, où va y avoir une forme de militarisation sociale aussi. Est-ce que ce n'est pas une société très centralisée qui est liée à ce type de technologie? Donc la volonté de ne pas s'en tenir seulement à une contre-expertise sur les dangers sanitaires,
mais d'élargir à une réflexion qui prenne en compte les dimensions sociales et politiques intrinsèques aux technologies. Je dérive un peu. Donc, vous allez avoir du coup ces mouvements de scientifiques qui vont vraiment se mettre au service ou travailler au sein d'une diversité de luttes sociales et écologistes. Un point qui est particulièrement important, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de réfléchir aux applications des sciences et des techniques. Il y a la volonté de sortir de cette dichotomie, une science bonne en elle-même et des applications qui pourraient être mauvaises, mais où on valide le principe de la neutralité de la science. Et en particulier, du coup, on va s'intéresser à l'activité scientifique comme étant en elle-même déjà un espace politique. Par exemple, ces scientifiques vont s'interroger à la question de qui formule qu'est-ce qu'un problème, qui décide quel est le bon problème scientifique. Et quand qui décide de où est-ce qu'on met des crédits, donc je vous ai dit, des crédits pour la recherche, qui décide des priorités de la recherche, etc. Et est-ce que si les sciences et les techniques sont organisées, enfin la production scientifique est organisée autour de ces grosses machineries que sont devenues les laboratoires scientifiques, est-ce que en soi ça implique pas, enfin il n'y a pas des, je m'exprime pas bien. Le fait qu'on est en quelque sorte basculé dans l'ère des technosciences, donc à un moment où on ne peut plus faire vraiment la différence entre ce qui est de l'ordre de la connaissance scientifique et de la technologie. Donc si vous voulez, autour de ces grands appareillages physiciens par exemple, pour produire des connaissances, il faut déjà une instrumentation technique très poussée qui demande énormément de sous, qui demande du coup des collaborations très poussées avec des industriels et des militaires. Et du coup, la connaissance scientifique en elle-même est le résultat de toute cette industrie et de tout ce développement technologique. Donc, il y a un peu toutes ces réflexions. Ce qui illustre bien ça, par exemple, c'est une citation de quelqu'un d'important à l'époque qui s'appelle Pierre Thuillier et qui nous dit « Beaucoup de chercheurs ne croient plus en l'image que l'on se faisait d'eux à l'âge d'or. En ce temps-là, le savant cherchait la vérité sur le plan théorique et sur le plan social contribuait à améliorer le sort de l'humanité. D'abord, il y eut la bombe atomique. L'on se demanda si le scientifique avait le droit de mettre à la disposition des gouvernements des découvertes aussi redoutables. Puis, on franchit un nouveau pas avec le problème de la pollution et des diverses nuisances. La science est aujourd'hui accusée de façon globale par suite de son insertion dans tout un contexte technique et industriel. On ne se trouve plus devant le classique cas de conscience « science bonne, mauvaise application ». De façon plus ou moins confuse, les scientifiques sont collectivement compromis en tant que responsables d'un nouveau type de civilisation qui détruit la nature et menace l'avenir de l'espèce. Donc c'est ce type de réflexion qui est particulièrement importante à l'époque et donc qu'on retrouve dans l'ensemble des disciplines, alors plutôt les sciences dures, je vous ai dit, et donc chacun va interroger sa discipline. Donc par exemple, il y a quand même quelques sciences humaines. Il y a par exemple Yves Lacoste, qui est un géographe, qui publie cet ouvrage. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Donc les mathématiciens vont dire pareil. Finalement, les mathématiques, est-ce que ça ne sert pas d'abord à calculer la trajectoire des bombes ? Les informaticiens d'eux-mêmes, il va y avoir une réflexion sur l'informatique, ça vient vraiment de la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre froide. Ça s'est développé dans la course entre les États-Unis et l'URSS. Ça trouve son application sur la guerre du Vietnam. Est-ce que tout ça
c'est qu'un hasard, ou est-ce que c'est pas beaucoup plus substantiel comme lien entre science et pouvoir dominant donc chaque discipline va un peu faire son autocritique. Du coup, au sein de ces mouvements, on a une évolution assez rapide où, au départ, on était vraiment sur des questions de vulgarisation scientifique et c'est quelque chose qui est dépassé très rapidement. On en vient à des réflexions beaucoup plus politiques sur la place des sciences et des techniques, notamment dans la crise écologique, donc. Et à survivre et vivre, donc, où au départ c'est des mathématiciens, va y avoir une réflexion sur ce que le mouvement va appeler l'impérialisme scientifique. Donc une critique du scientisme d'abord, qui est le scientisme, c'est vraiment la critique d'une foi irrationnelle et inconditionnelle dans la science pour résoudre tous les problèmes, et en particulier le fait qu'il y ait des problèmes sociaux et politiques qu'on croit qu'on puisse traiter de façon exclusivement technique. Et le mouvement va élargir sa critique à ce qu'il va appeler donc l'impérialisme scientifique. Je vais vous lire cette citation qui le résume sans doute le mieux, donc qui est de Denis Gage et Alexandre Grothendieck, qui nous disent « De progressiste à une époque, la science, par sa tendance impérialiste, est devenue un des outils de destruction les plus puissants d'autres modes de connaissance. Destruction des cultures non technico-industrielles. Dans nos pays, incarnées par la technocratie, elle ne tolère de désir et de vérité chez les gens que par référence à elle. » Donc l'idée que la science, en fait, annexerait progressivement un ensemble de domaines dans lesquels elle deviendrait la seule vérité légitime. Et que ça détruirait aussi d'autres façons, d'autres rapports au monde, beaucoup plus sensibles, etc. Et donc, à survivre, c'est ça qui va être particulièrement important et qui va amener ces scientifiques à tenir un discours très critique aussi bien au sein de l'institution scientifique qu'à l'extérieur. Et c'est ce qui va aussi faire le succès du mouvement, c'est ces scientifiques qui se sabordent en quelque sorte. Et du coup, il va y avoir l'idée de décentraliser et déspécialiser la production scientifique. Donc c'est un rêve un peu utopique, mais qu'on retrouve quand même jusqu'à aujourd'hui, qu'il pourrait y avoir une autre science qui serait produite plutôt au chevet des malades ou dans les champs avec les paysans. Et de même, ça débouche donc du coup sur une critique du solutionnisme technicien, du fait qu'on ait recours à la science et aux techniques pour résoudre une crise écologique dont les sciences et les techniques seraient justement à l'origine. Et donc c'est ce qui illustre cette image contre la saleté du monde moderne, il vous faut homo scientifique, donc qui viendrait nettoyer tous ces dégâts. Et concrètement, en fait, à l'époque, c'est des choses assez importantes, puisque c'est le moment où, par exemple, se mettent en place les premières bactéries génétiquement modifiées qui doivent servir à traiter les marées noires, à capter les résidus pétrochimiques. C'est aussi le moment de l'essor des débuts de tout ce qui est anti-pollution, où on a des entreprises scientifiques et industrielles qui vont s'atteler à la question de la pollution de l'eau, à la gestion des déchets, avec des solutions non pas à la source, mais des solutions techniques des problèmes existants. Vous avez cette critique très forte. Et du coup, il va y avoir tout un héritage, donc je vais passer rapidement, mais jusqu'à aujourd'hui, où on a une racine technocritique au sein de l'écologie politique. Donc toute une réflexion sur les sciences et les techniques qui va irriguer les débuts de l'écologie politique. Puisque survivre, ça va donner lieu à des groupes locaux de province qui vont s'engager dans diverses mobilisations environnementales et notamment contre la construction des centrales nucléaires, donc qui
qui est en plein boom dans les années 70. Et donc avec souvent des scientifiques dans ces groupes de province qui vont mener cette réflexion technocritique dans les mondes naturalistes par exemple, ou dans les réseaux de médecine, d'agriculture et d'alimentation naturelle, où il y a une contestation par exemple de l'INRA, qui est l'Institut de recherche agronomique, et qui promeut un package technologique. Donc les domaines dans lesquels il y a des liens entre ces scientifiques critiques, des travailleurs, des travailleuses et des mouvements environnementalistes, pour vous donner une idée un peu de l'héritage de ces mouvements de scientifiques critiques. J'ai parlé de quelques-uns, mais c'est des choses qu'on va retrouver donc, dans le domaine de la santé au travail, où vous allez avoir ces formes d'enquête ouvrière, d'enquête épidémiologique, et qui vont irriguer les débuts de ce qu'on va appeler la santé environnementale. Donc, où on va avoir un lien entre les pollutions à l'extérieur de l'usine et la santé des travailleurs. Et où vous allez avoir des groupes de scientifiques critiques qui vont jouer un rôle important dans cette émergence de la santé environnementale. C'est en particulier le rôle du CLISACT, qui sera un mouvement à la fin de la décennie. Donc, dans le domaine du nucléaire, c'est des choses assez importantes que vous allez avoir aussi autour de la figure. Vous allez avoir une série d'ingénieurs nucléaires qui vont contester, qui vont réussir à avoir une réflexion critique sur le nucléaire, tout en étant des travailleurs du nucléaire. Donc, ils vont avoir une sorte de ce qu'on va appeler un rôle de sentinelle. Et c'est sans doute dans le monde paysan que vous avez, et agricole, que vous avez une plus grande fécondité de ces rencontres entre scientifiques critiques et mouvements sociaux. Vous allez avoir, par exemple, des vétérinaires qui vont chercher à exercer différemment leur expertise, qui vont se mettre au service de groupes d'éleveurs qui, au lieu d'être dans l'interaction individuelle entre un éleveur et un vétérinaire, vous allez avoir une réflexion sur la santé animale qui va se faire de façon collective et qui va permettre de mettre les compétences techniques des vétérinaires au service d'un groupe d'éleveurs qui va pouvoir poser d'autres questions et qui va mettre en place une autre forme de gestion sanitaire du troupeau ou qui va moins reposer sur des antibiotiques, une vaccination et beaucoup plus sur l'observation des bêtes. Et parce que le vétérinaire va accepter de sortir de son rôle d'expert sachant pour passer à une posture d'accompagnant, d'observateur des pratiques des éleveurs. Vous allez avoir, vous allez avoir un certain nombre d'associations qui vont se créer dans le monde agricole avec des ingénieurs agronomes qui vont rechercher une autre posture, non pas de conseiller au service des firmes agroalimentaires, donc qui vulgarisent des solutions toutes faites et des entrants, mais qui vont se mettre au service de groupes de paysans qui recherchent un développement plus autonome, notamment au sein des agricultures de montagne ou en Bretagne, ou dans les débuts de l'agriculture biologique. Donc voilà, des réflexions comme ça d'ingénieurs sur comment exercer différemment leur expertise, comment la remettre au service de groupes sociaux, de mouvements sociaux, et ce qui amène souvent à une transformation des savoirs eux-mêmes, du type de savoir qu'ils produisent. Voilà. Pour quelques petites facettes du coup de ces types d'engagement de scientifiques critiques des années 70 à aujourd'hui. Merci beaucoup.